baka ko bilansi Allô? Naam. Nga nan dema? Est-ce que moga goy? Abala nga sa coupa. Monsieur Aliou, Allô? Allô? Songo no nan de. Men ni songo no ajuti. Mimi ala nan de goy. O ko men wol de ko mo nan de. Na? Ok, d'accord. Je laisse dans la mettre la lettre derrière, en dernière position. En dernière position. Est-ce que tu as la lettre du ministre Bon, c'est pas grave. C'est pas la lettre, c'est vous qui l'avez. Oui, bon, c'est pas grave. Elle laisse. Mi fama ali kun dam bana sa kon hanto. On laisse comme ça l'autre. Après, à l'assistance de bien vouloir mettre les téléphones au mode discret. Veuillez mettre vos téléphones au mode discret pour éviter d'indisposer Monsieur le Président dans sa prise de parole. Mesdames et messieurs, depuis près d'une semaine, nous suivons tous ensemble l'actualité qui est principalement ponctuée. Allô? Allô? Deux éléments. La campagne de récupération des biens de l'État que l'UFDG, à l'occasion des dernières assemblées générales, a soutenu et soutient. Également, Ok. la judiciarisation, c'est-à-dire le transfèrement des dossiers dits Covid devant la Cour de répression des infractions économiques que nous avons également salué, que nous accompagnons. Allô? Par la voix de son président, a pourtant réclamé ou voulu que ces dossiers soient épluchés pour que la vérité jaillisse enfin. Heureux donc de l'ouverture de ces dossiers et fort des engagements qui ont été pris par le président du CNRD de faire de la justice la boussole qui va désormais conduire le citoyen guinéen et la République de Guinée. Nous sommes heureux de vous accueillir ce matin pour ensemble aborder ces questions qui
aujourd'hui forment l'essentiel de l'actualité. Je vais donc passer la parole à M. Selou Dalein Diallo. Vous comprenez pourquoi je ne dis pas maintenant président? Parce que je vous invite à comprendre que c'est M. Selou Dalein Diallo, à l'époque des faits, au commis de l'État, qui est concerné. Et le parti dont il est le président lui témoigne toute sa solidarité, et la coalition ANAD, dont il est également le président, l'accompagne dans ce que je vais appeler, avec sa permission, cette épreuve. Je vous remercie. C'est bon. Allô? Donc, je disais que je voudrais vous remercier pour être venus ici nombreux à ce point de presse. Allô? 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 Le Selou Dalein Diallo, président de l'EFDG, président de la MAD. Allô? J'ai rarement organisé de point de presse, bien que je suis convaincu que vous posez la question de savoir pourquoi ce point de presse. Allô? Je puis vous assurer, Allô? c'est moi pour défendre une propriété que pour défendre mon honneur et ma réputation. J'ai travaillé pendant une trentaine d'années pour l'État guinéen à différents postes, dont une dizaine en tant que ministre de la République. Je n'ai jamais été entendu par un officier de police judiciaire ou par un juge pour des faits présumés de corruption ou de détournement de deniers publics. J'ai toujours dit et répété que j'étais un homme d'honneur, je ne suis pas un homme d'argent. Pendant cette carrière administrative, je me suis fait une réputation d'homme intègre et relativement compétent, disons-le, parce que c'est à ce titre que j'ai été appelé au gouvernement en 1996. J'ai essayé, dans l'exercice des fonctions ministérielles qui m'ont été confiées, de m'imposer une rigueur exceptionnelle. J'ai pu apporter une contribution. D'abord en tant que simple fonctionnaire, à la mise en place d'un vrai statut de mission et d'un système bancaire moderne. J'ai apporté ma contribution en tant qu'administrateur des grands projets à la promotion de grands projets auprès des partenaires et autres bailleurs de fonds. Dans mes fonctions de ministre, j'ai essayé aussi de m'imposer une rigueur. Mais j'ai pu réussir à apporter des contributions visibles à la construction de l'infrastructure routière. On m'a soupçonné de détournement de deniers publics ou de corruption. Si bien que mon capital le plus précieux, pour moi, crédit. Et lorsque je cherchais à expliquer pourquoi, au premier tour de le président 2010, pourquoi totaliser, valablement exprimé, pour moi, l'une des bonnes explications, c'était la confiance du peuple guinéen, des électeurs. Puisqu'il y a 2 ans que j'ai commencé à faire de la politique pour moi-même. C'est pourquoi je suis très fier de ce résultat. Je parle des résultats officiels.
Alors qu'en réalité, beaucoup savent que je suis passé dès le premier tour. Moi-même, j'étais surpris par cette performance. Mais je savais que ça tenait aussi à la critique. Le jugement que la majorité des Guinéens portent sur leurs compatriotes que je suis. Donc mon capital, moi le plus sérieux en politique, les gens s'interrogent. Pour moi, c'est cette crédibilité née de mon attachement à l'honnêteté, ce qui était considéré par certains comme de l'efficacité dans le travail au sein de l'administration ou au sein du gouvernement. Aujourd'hui, c'est ce capital qui est attaqué. Réputation. Je me suis dit qu'il est important que je puisse m'expliquer, pas pour défendre un terrain ou une propriété, mais pour défendre ma réputation et mon honneur, parce que je tiens. J'ai toujours dit que je suis un homme d'honneur et je tiens à mon honneur, à ma réputation. Quelle que soit l'issue, un terrain comporte une maison, chambre, un salon, qui m'a été cédé dans des conditions transparentes et régulières. Je ne suis pas là pour défendre un terrain. Mais comme l'idée persiste, comme si je me suis emparé d'un bien public, les mots que je vous explique dans ces circonstances. Ce terrain est le bâtiment de 2 chambres, un salon qui l'abrite, que le président Conté appelé Tonganga. Dans quelles conditions il m'a été cédé? D'abord, j'ai formulé une demande comme elle le vend. Mais comme vous le savez, j'ai eu une relation de confiance forte avec le général Lansana Conté. Au point que je lui ai demandé, je dis, Président, construisez votre maison de retraite au bord du lac. Il m'a dit au début non, c'est là qu'habitait mon père. J'ai construit à la place de la maison de mon père, j'ai construit mon frère, c'est ici que je prends. Je lui ai dit que le lac était bleu. Et que c'était même romantique. S'il était là, il allait prendre un bateau avec un chapeau mexicain, aller pêcher et venir manger ce poisson. Finalement, il a accepté l'idée et il a construit. Il estimait que c'est bon chantier. Et régulièrement, il passait me prendre les week-ends pour aller visiter le chantier. Parce qu'il a appelé Santilo, il dit, bon, mon Foulidi l'a dit de construire une maison ici, qu'est-ce que tu en penses? Santilo a dit que ce serait une excellente idée. Le chantier a commencé. Tous les week-ends, il passe à Dixit, il me prend, on va aller voir ton chantier. Et Foromo est là, le ministre de l'urbanisme, il dit, bon, toi tu choisis à gauche ou à droite le terrain sur lequel je vais construire ta maison pour que le jour où tu viennes me rendre visite en tant que président retraité, que tu restes dans ta maison. Ça, c'était devant Foromo, ministre de l'urbanisme et de l'habitat, qui est encore vivant. Un jour, on est rentré à la maison, il dit, mais toi tu me fais construire des maisons, regarde le hangar que tu habites. On va te vendre ici. Je vais te donner le matériel, tu vas construire une maison et mettre ta famille à l'aise. Regarde ce hangar. Je dis, bon, d'accord. Et puis, c'est resté un moment. Il a dû oublier. Sa perception de moi, c'était, bien sûr, c'est une perception fondée. J'étais un homme désintéressé, qui n'est pas intéressé par le matériel. Je ne lui ai pas rappelé. Et un jour qu'il me dépose, ma femme lui rappelle, il dit d'accord. Le lendemain, Foromo, ministre de l'urbanisme, m'appelle, me dit, l'autorité m'a instruit d'aller expertiser et évaluer ton domicile. Il faut prévenir la famille, je vais envoyer l'équipe. L'équipe est venue. Quelque temps après,
il m'a transmis un dossier, une lettre que je vous montrerai, pour dire que l'évaluation est terminée. L'autorité a ordonné qu'on me vende donc le coût du terrain dans ce quartier avec le coût du mètre carré à l'époque a été appliqué. Maintenant, c'est à moi de voir si je peux voir le président pour qu'il réduise ou pour qu'il me donne. J'ai décidé que si je dois acheter, d'acheter au prix du marché, comme il m'a dit, c'est ça le coût du marché. Le mètre carré dans un quartier comme le tien, c'est ça, la superficie, ça, on a multiplié. Et puis la maison que le président appelle hangar, voilà son coût résiduel. Je suis resté quelques semaines. Voilà la lettre que Fromont m'a envoyée pour me dire de verser le montant de 400 millions à l'ordre du patrimoine bâti public. J'ai attendu, il dit, c'est la lettre que je t'ai eue parce que c'est le résultat de ce que tu vois avec le président. Tu me dis, ou bien tu me dis combien tu peux payer, je vais aller voir le président. J'estimais que si je dois acheter, je préfère acheter au prix du marché. J'ai appelé le directeur général de la Société Générale. Je lui ai dit qu'on me propose de me vendre le terrain, la petite maison que j'habite, surtout le terrain. Je voudrais qu'il me consente un prêt. J'étais premier personnel recruté en Guinée par la Société Générale en 1985, lorsqu'elle est arrivée. Parce que lorsque je faisais mes études de banque, j'ai fait le stage chez eux, à la direction des affaires internationales et de la trésorerie à Paris. Elle a dit qu'il faut qu'il demande à Paris, comme je suis politique. Il a demandé l'autorisation, il m'est revenu une semaine après, puisque Paris est d'accord. Il a rédigé un contrat de prêt. C'est long, hein? Un contrat de prêt me prêtant l'argent, assorti d'un échéancier de remboursement. Voilà nos deux signatures, Société Générale et celle d'Alain Diallo. Donc, il a émis un chèque de banque. Il a dit, mais on prendra l'hypothèque qu'on levera lorsque vous aurez fini de rembourser. Il a fait donc un chèque de banque, dont voici la copie. Alors du patrimoine bâti public qu'il m'a envoyé, c'est la Société Générale qui paye directement sur son compte, c'est signé lui. J'ai transmis au ministre de l'Habitat suite à sa lettre me demandant de verser, et ils l'ont transmis au patrimoine bâti public qu'il a encaissé et délivré une quittance. Voilà la quittance. C'est les courriers de transmission des chèques. La quittance, non, c'est ça. C'est la copie de la quittance de 406 millions reçus par le patrimoine bâti public. Mais au vu de ces deux, le président public a pris un décret. Pour ceux qui connaissent la signature générale dans sa compté, il a pris un décret autorisant, donc, au vu de tous les paiements, la cession m'attribuant ainsi le terrain, encore une fois, au prix du marché. Ma charité, il m'a dit que tu es riche, hein? J'ai vu que tu as tout payé. J'ai dit non, président, c'est la banque qui m'a prêté l'argent. Bon, au vu de ça, cette quittance, une copie m'est revenue, une copie est allée à la conservation foncière pour prouver que j'ai payé. Ils ont fait donc la mutation pour transférer le terrain et la maison à moi. Un titre foncier a été donc émis, le titre foncier là, la copie. Un
un document lourd, hein, j'ai pris photocopier quelques-uns, ceux qui connaissent les titres. Donc, c'était terminé, c'est dans ces conditions. Je ne suis pas emparé d'un domaine public de l'État. Le président de la République, qui en avait le pouvoir, c'est un domaine privé de l'État, il est important de faire la différence. Le domaine privé de l'État que l'État peut céder. Dans le respect de toutes les règles et procédures. Ce n'est pas un bien public, c'est un bien privé de l'État qui m'a été sondé dans les conditions que vous avez. Bien entendu, c'est la première fois que j'exhibe ces documents à la presse. Si bien que les rumeurs selon lesquelles je me suis emparé du domaine pour que je refuse de quitter ont couru. Si bien que, lorsque le capitaine Dadis est arrivé, ils ont affecté le bâtiment à quelqu'un, un membre du CNDD. Et ils ont demandé à ce que je libère. J'ai rassemblé tous les documents. On a déposé. Les gens ont compris. Le capitaine Dadis m'a appelé, présenté mes excuses. Il ne savait pas que c'était acquis, conditions transparentes. Lorsque le général Sekouba est allé, les gens sont allés encore. Il y a des gens, hein, j'étais déjà en politique, pour dire non, seul occupe le président de l'État. Il dit non, je connais le dossier. Il est acquis dans le respect de toutes les règles et les procédures en vigueur, puisqu'on ne peut pas contester au président de la République d'aliéner un bien privé de l'État. Alors, mon grand frère Alpha Condé arrive, vous imaginez. Automatiquement, il faut retirer. À une bataille, les gens m'ont expliqué. Pour la première initiative, il a renoncé. À la veille des élections 2015, il relance. Il envoie des missions dans toutes les structures. C'était général. Vérifier l'authenticité du chèque, l'authenticité de l'accord de prêt, le respect de l'échéancier qui est là. Est-ce que j'ai payé? Une autre mission vient contrôler au point que la Société Générale s'est sentie harcelée et voulait encore là-bas parce que tous les jours, des missionnaires, on a vérifié l'authenticité du décret, on a tout vérifié. Il y a des gens qui ont dit, président, ce dossier de béton, il faut chez Ardoise ailleurs. Le père, il a abandonné. Souza. Bon, quelque temps plus tard, il revient, toujours, vous savez. Bon, finalement, il est de renoncer effectivement. C'est bon. À l'expropriation, parce qu'il s'agit de la spoliation, parce qu'il s'agissait de ça. Donc, pour moi, c'était terminé. Si Al-Fatiman reconnaît ma propriété sur le terrain, et Sekouba l'avait fait avant lui, pour moi, maintenant, je suis quand même tranquille, parce qu'on ne peut pas soupçonner Alpha, surtout de complicité ou de complaisance avec ces Soudanais. Personne. Bref. Alors, ici, vers novembre, on parle des bâtiments l'État qu'occupe certains cadres. Je me concerne. J'ai le titre foncier, j'ai tout ce qu'il faut. Pour moi, c'est la mutation est faite, le transfert de propriété est fait, le titre foncier est établi à mon nom. Pour moi, c'est mon bien. Et puis, avant-hier, je reçois une lettre du patrimoine particulier qui dit dans le cadre du recensement, on vous demande de libérer votre bâtiment de toute passion avant le 28 février à 10h. Alors, ça, bien entendu, j'étais surpris. J'ai répondu lettre patrimoine bâti qui a encaissé le chèque,
qui a délivré les deux quittances, une destinée à moi et l'autre destinée conservation foncière, me disent que j'occupe un bâtiment du patrimoine public. Parce qu'il a été un de la section. C'est lui qui a encaissé le prix, c'est lui qui a délivré la quittance libératoire, qui a permis à la conservation. C'est lui qui me demande il me semble de quitter le bâtiment de l'État. Pour les interviews. Ça, c'était mon cas. Sur ce dossier, je suis un peu peiné de voir notre pays s'habiller. Les gouvernements compétissent pour attirer des investisseurs. Il y en a qui sont venus trouver un gouvernement, qui ont obtenu des papiers, soit des baux emphytéutiques, soit des autorisations de licence, pour apporter et investir leur épargne dans notre pays. En dehors de toutes les procédures, toute convention, tout contrat est renégociable. Si, après expertise, après audit, l'État se rend compte qu'il est lésé, rien ne l'empêche de rouvrir les négociations et de modifier la convention. Je disais qu'il y a un problème dans le pays. Conseil nos dirigeants. Ce n'est pas prétentieux, il s'agit de notre pays. Lorsque les gens ont négocié avec le pouvoir en place, les contrats ne peuvent pas être exécutés. Les conventions laisser l'État. Mais ils ont dit, il ne s'agit pas de confisquer l'investissement ou l'outil de travail, l'usine ou le bâtiment. Il faut négocier pour passer des préjudices, peut-être par l'État. Il ne faut pas utiliser la force, il faut utiliser le droit. Je ne parle pas de mon cas, je parle de façon générale, ce qui prévaut actuellement. J'ai entendu que des investisseurs qui ont construit des usines, qui ont construit des buildings, après avoir obtenu toutes les autorisations nécessaires, ils ont utilisé leur épargne pour investir, mais si on saisit, c'est bien. On les vide violemment de leurs locaux, ça porte préjudice à l'image de notre pays. Il y a la continuité de l'administration, on ne peut pas échapper. Ceci n'exclut pas de renégocier les contrats, les conventions, pour réparer le cas échéant, les préjudices subis par l'État, mais on ne peut pas confisquer les biens à travers les entreprises publiques. Après le discours de décembre 1985, général Lansana Conté, optant pour le libéralisme économique et politique, je parle de l'aspect économique, on a décidé de désengager l'État de production et de commerce. Décision a été prise par le gouvernement, décision assumée de privatiser toutes les entreprises publiques et de laisser le soin au secteur privé d'assurer l'approvisionnement et la distribution des biens, l'approvisionnement du pays et la distribution des biens à l'intérieur du pays, et la production également, le développement des tissus industriels, même si le gouvernement peut apporter par des mécanismes transparents son soutien aux investisseurs dans le secteur. C'est ainsi que toutes les entreprises, ou presque, ont été fermées ou privatisées.
Alors, parmi les premières cibles des institutions de Bretton Woods, il y avait Erguiné. Je peux vous rappeler, vous ne connaissez pas, il y avait l'huilerie de Dabola, il y avait Anta, l'huilerie de Sérégouré, la scierie de Nyanda, l'usine de Kenkila de Massanta, la scierie de Sérégouré, la Cipar de Labé, il y avait tellement de sociétés de l'usine de petit outillage de Mamou, la conserverie de Mamou, la briqueterie de Kankan, l'usine de granit de Manéa, le complexe textile de Sanoya. Il y avait un portefeuille d'entreprises qui gérait toute l'économie. On a dit, il faut privatiser ou fermer. Et cette politique était assumée par le gouvernement. Assumée. Donc, Pedro Erguiné, on a dit qu'il faut privatiser. Le président Sékou Touré venait d'acquérir 3 Boeing sortis d'ici en 1981. Il y avait un Boeing 707, un Boeing 727, un Boeing 737. Ils ont dit que les États, les compagnies aériennes dans toute l'Afrique avaient des difficultés. Vous êtes tous jeunes, il y avait Air Zaïre, Niger Airways, Air Afrique, Air Sénégal numéro 1, Air Ecuador numéro 1. Après, il y a eu numéro 3, parce qu'il y a eu beaucoup qui ont été liquidés et on a encore créé d'autres entreprises, mais qui n'ont jamais prospéré. Donc, ils ont commencé cette liquidation par la vente de 2 avions. Ce monsieur Babacar Ndiaye qui était ministre des Transports. 2, le 707 et le 727. Il y a eu des investisseurs nigériens qui sont venus acheter. J'étais loin d'être ministre de la gouvernement, parce qu'on était en 87, je crois. Les 2 avions étaient vendus. Ils ont dit, il faut laisser un avion pour le président de la République qui voyage. On lui a laissé le 737. Mais on n'a pas achevé la liquidation de Erguiné. Erguiné se retrouve avec un avion qui est à la fois l'avion du commandement du président et le seul avion de Erguiné. Le président voyageait beaucoup à l'époque. En 2000, le Fonds monétaire est revenu à la charge de la banque. Il faut achever cette privatisation. Ils sont même pour que l'avion sorte de Guinée alors qu'on liquide. Mais avant, en 80, ils ont pris un décret pour faire de Guinée une entreprise à participation publique, pour ouvrir son capital à des repreneurs éventuels. On n'a pas eu de repreneurs. Moi-même, j'ai essayé de négocier à l'époque avec Royal Air Maroc, qui a dit que le marché guinéen était trop petit, puisque l'aéroport Conakry c'était environ 300 000 passagers, lorsque la Côte d'Ivoire et le Sénégal étaient à plus de 1 million de passagers. Je ne pense pas que ça a changé. Donc finalement, la décision, le fonds et la banque sont revenus à la charge. Un dossier a été présenté au Conseil des ministres qui a approuvé la privatisation de l'État. C'est dans la mise en œuvre de cette privatisation, puisque la banque a envoyé un expert pour aider à la rédaction d'un cahier de charge et d'un dossier d'enquête. L'expert était en Guinée lorsque le président m'a appelé. Je le trouve avec Elhadj Mamad Sylla. Il m'a dit, vous êtes en train de vendre mon avion? Je dis, oui, le président, le conseil des ministres a décidé, on a demandé à la Banque mondiale, qui a mis un expert qui est en train de nous dire, non, non, il ne faut pas faire ça. On a vendu les 2 premiers avions à l'étranger. Elhadj Mamad Sylla veut acheter, il faut le vendre. Je me suis opposé tout de suite devant Mamad Sylla qui a témoigné. Je ne vais pas répéter tout ce que j'ai dit. Le président, au point que le président s'est fâché, pensait que j'avais des conflits connus entre eux. Il y avait des conflits connus entre Elhadj Mamad Sylla et là.
Le président a pensé c'est parce qu'il y avait ces conflits entre nous que je m'opposais. Mais en réalité, c'est parce que je connaissais la complexité du transport aérien. Et je lui ai dit devant le président, j'ai dit si tu prends un Guinée, tu perdras de l'argent et le Guinée risque de disparaître. C'est trop compliqué. Bref, le président dit s'il veut acheter, on ne vendra pas à un étranger, on lui vendra cette fois-ci. Les deux autres, on a vendu à l'étranger, cette fois, il faut vendre à un Guinéen. C'est lui qui sait comment il va se dire. J'ai dit, monsieur le président, je ne suis pas chargé de privatisation. Il y a un ministre en charge du portefeuille, au sein duquel il y a une unité de privatisation. Il dit, bon, tu le redis. Je suis sorti, j'ai informé Chef Camara, qui a tenté de convaincre le président. Le président a dit, c'est mon avion de commandement, moi je le vends à l'agent Massila. Je ne veux pas le vendre. Il a pris un décret, il a signé, et puis l'opération a eu lieu. La mise en œuvre des privatisations, c'est du domaine des finances. Est-ce qu'il a payé? Est-ce qu'il n'a pas payé? Moi, j'ai signé la convention. Parce que d'abord, c'est moi, en tant que ministre en charge de l'aviation civile, qui cherche les droits de trafic. Il fallait transférer à Air Guinée Express les droits de trafic de Air Guinée. Donc j'ai signé, bien sûr, mais j'ai vérifié que les prix étaient bons pour la Guinée. Puisque je ne pouvais pas me soupçonner de complaisance avec la Somalie, pas de l'animosité, mais des contradictions qui me s'opposaient. Donc j'ai signé la convention. Mais l'opération de liquidation de Air Guinée s'est passée vraiment au ministère des Finances et c'est lui qui devait encaisser, c'est lui qui a fixé les prix, c'est lui qui devait accepter. Je pense qu'il a payé. L'avion était déjà en Israël, effectivement, en révision ou en réparation. Donc voilà, il est important de étudier d'abord l'opération dans le cadre d'une politique générale de désengagement de l'État et de privatisation des entreprises publiques ou de fermeture. Parce que beaucoup d'entreprises ont été fermées. Je ne veux pas me défendre, j'explique simplement parce que j'étais aussi un acteur. Avant même d'être ministre, j'étais membre de la cellule d'appui au comité de coordination économique et financière. Je sais comment les choses se sont passées. Et beaucoup de jeunes, y compris des journalistes, savent pas. On était dans un régime socialiste sous-sectoriel. Et le gouvernement a décidé de libéraliser et de privatiser toutes les entreprises. Il y en a tellement, je ne peux pas les citer, mais qui ne fonctionnaient pratiquement pas à 30% de leur capacité installée pour les meilleurs. Et donc ça, cette opération est intervenue, mais à d'autres. Alors la question que vous allez vous poser, pourquoi ne remonter à 2000? Juste à 2002. Pourquoi pas en 87? Pourquoi dans le cadre des opérations de lutte contre la corruption, on va jusqu'en 2002? Il faut poser la question. Parce qu'il y a des dossiers récents avec des témoins. Et lorsqu'on a fait tomber au régime, on a bien envie de démontrer qu'on a bien fait en mettant en évidence la corruption et la délinquance financière qui prévalaient. Il faut poser la question. Pourquoi? Moi, ce harcèlement judiciaire des leaders politiques, il faut s'interroger. Pourquoi il y a ce harcèlement? Je pense que je vous laisse le soin de répondre à ces questions. Moi, j'ai écrit à chose pour demander, pour expliquer que lui qui a été un acteur majeur de choses pour le bâtiment, on aura à se défendre, je me défendrai, je verrai comment avec mes avocats on se rencontre ce soir pour savoir qu'est-ce qu'on fait. Je pense que je vais arrêter là et laisser prendre 5 ou 6 questions et puis voilà, on va se séparer en espérant que le droit sera utilisé et non la force. C'est le prix pour utiliser le droit. Merci. Merci. Venez me suivre, Monsieur le Président, pour voilà, pour la séance de questions-réponses. Je crois que
Khalid. Merci de recenser ceux qui veulent poser des questions. Le temps pour le président de prendre un peu d'air, vous allez... Donc, oui, vous avez Suleiman de Guinée News. Présentez-vous en même temps. Tiens, Suleiman de Guinée News. Oui. Soulibit à Horizon FM. On va y arriver. Soulibit à Horizon. Oui, Amadou. Il est droit. Je crois qu'on va prendre d'abord la première série de questions. Vous pouvez vous avancer. Monsieur le Président, bonjour. Vous avez donné c'est-à-dire le 28 ce mois, les lieux que vous occupez, votre domicile. Est-ce que vous allez le faire? Sinon, comment? Deuxième. De Air Guinée. À propos de Air Guinée, vous avez souvent évoqué une sorte de conflit qu'il y avait entre El Hadji Mamadou Sy, la présidente de l'UDG, et vous, mais vous n'avez jamais dit la nature de ce conflit. Je suis Bassoli Bina de la radio FM. Le président de l'UDG est prêt pour céder ce bâtiment. C'est pratiquement la même question que votre question est déjà posée. Si de poser une autre, vous déclinez carrément votre temps de parole. Le film. Alors, ça va. Et Monsieur le Président compte rester à Dixi ou ailleurs, dans une autre commune. Deuxième question, vous avez parlé. Mais loin de Air Guinée, il y a les... Et je parle de M. Ali, à l'époque ministre des Transports. On parle de démantèlement des rails. L'UFDG est en train d'être militaire au pouvoir
ou pas? Parce que ce ne sont pas les seuls dossiers. Pourquoi l'UFPG ou les cadres sont visés? Merci. Ça passe, voilà. Bonjour Monsieur le Président, j'ai deux questions s'il vous plaît. Dans vos explications, vous avez révélé des différentes dates depuis 82 jusqu'en passant par l'élection de 2010 à nos jours. Toujours le même problème n'a cessé d'être réactualisé. Pourquoi pendant ce temps vous n'avez pas fait comme aujourd'hui une sortie pour vraiment finir avec cette histoire? Ma deuxième question s'il vous plaît, je profite de l'occasion puisque ce n'est pas un peu dans le cadre. Le président du CNRD, dans son adresse du Nouvel An, avait promis qu'au courant du premier trimestre de 2022, il y aura des séries d'assises nationales et vérités, pardon. Et nous sommes aujourd'hui à plus d'un mois et demi. Jusqu'à présent, aucune annonce n'est faite. Et en tant que président d'une formation politique, comment vous voyez cette actualité? Merci. C'est au tour d'Abdourahmane Diallo. Monsieur le Président, Ousmane Kaba a dit récemment que le Boeing devait être à 6 millions de dollars, que vous avez vendu selon Ousmane Kaba à 5 millions. Ça, c'est la première question. La deuxième question, c'est la commission d'audit. Est-ce qu'elle vous a contacté en 2009? Et qu'est-ce que vous pensez de votre ami, M. Ousmane Kaba? Ok, merci. Angabou, espace. Bonjour, moi je suis Aoula Tousso, journaliste reporter à Espace. Ma question est la suivante. Vous posez vous-même une question, vous demandez pourquoi cet acharnement contre ces acteurs en cette question. Vous-même vous répondez à cette question. Merci. Jocelyne, je ne sais pas si on va faire un prolongement ou si on va s'arrêter là. C'est bon? Ok, ça fait une série de questions. Hein. Merci. Allô? Ça marche pas. Allô? Chers amis, vous obstruez les antennes, alors ça dérange la liaison. Merci. Alors, il faut faire en sorte que les gens ne puissent pas obstruer les antennes dans la préparation. Alors, je commence par Thierno Suleiman, le délai de 28 jours. Qu'est-ce qui se passait, va se passer? Moi, je considère que le patrimoine bâti s'est trompé parce qu'il parle des biens de l'État, ce qui ne m'ont pas mon cas. J'ai tous les papiers mettant en évidence ma propriété du dossier. Pour moi, c'est une erreur qui ne me tardera pas à rectifier parce que on fait plus partie de la mutation a été faite. Et ce patrimoine d'affiche a attiré son attention, c'est lui-même qui a encaissé l'échec et qui a délivré la quittance libératoire et a permis la mutation en ma faveur. Il est mieux placé que quiconque pour savoir que cette opération, parce que ce bâtiment n'appartient plus au patrimoine public. Donc, je l'ai écrit pour lui rappeler ça. De ça. Donc je pense que c'est une erreur et bon, c'est ça que je dis dans ce service. Si ce n'est pas le cas, j'aviserai. Alors, quelle est la nature des conflits avec la diplomatie là? Bon, c'est pas le moment de le dire. On était tous proches du président Conté, on ne s'entendait pas, ça arrive souvent.
C'était très très tendu, mais c'est pas le moment de dire pourquoi ici, vraiment, c'est aujourd'hui. On n'est pas dans le grand tambour, la diversité d'entendre. Alors, la question suivante aussi, je suis prêt à quitter. Pour moi, jusqu'à preuve du contraire, c'est une erreur, je ne suis pas concerné. Je ne suis pas un bâtiment public. Allô, je dis donc, pour moi, jusqu'à preuve du contraire, je n'occupe pas un bâtiment ou un terrain du patrimoine. Allô? 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 L'autre du tout, la Chine. Amène l'autre là. Laissez l'autre là. Allô? 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 Augmente la voix. Ouais, il faut mettre un peu plus aigu. La basse est très forte. Allô? Allô? Mets ici sur la table là devant. Allô? Mets ici. Allô? 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 Donc, il y a 3 personnes qui ont posé la même question. Je suis dans l'exercice d'attirer l'attention que je ne suis pas concerné. Parce que c'est un bien privé que j'ai acquis dans la transparence et dans le respect strict de toutes les règles et les procédures en vigueur. On peut dire que le président Conté n'avait pas le droit. Peut-être, je ne suis pas sûr si on peut contester au président Sékou Touré d'avoir attribué des terrains, au président Conté d'en avoir attribué dans le domaine privé de l'État. Nous sommes dans un quartier presque quasi populaire, là où on est. Est-ce que le président n'avait pas le droit de le faire? Peut-être la question peut se poser. Parce que nous avons connu 2 régimes différents. Il y avait le régime socialiste où la terre appartenait à l'État. C'est le préfet, c'est le gouverneur, c'est le président qui a attribué les terres. Après, nous avons passé à la propriété privée de la terre, grâce au code foncier domanial élaboré en 1987. À partir de là, l'État reconnaît la propriété privée de la terre, mais l'État a des domaines privés qu'il peut céder à sa guise. Il y a les domaines publics, il y a les domaines privés. Alors, lorsque le président de la République cède, même pardon, un terrain privé de l'État, et où il autorise la vente au prix du marché, c'était mon cas, parce que c'est mal connu. J'ai acheté au prix du marché. On peut toujours me dire, c'est parce que vous étiez ministre, le Premier ministre. Mais j'étais d'abord citoyen avant d'être Premier ministre. À combien de personnes, de citoyens qu'il a donné, je ne suis pas là en tant que citoyen. On te donne l'autorisation d'occuper ou d'acheter un terrain qui relève du domaine public, du domaine privé de l'État. Il y en a combien? Des centaines. Même les premiers arrivés, les ministres du premier gouvernement de Lansana Conté, ils ont quitté de la vallée de centre militaire. Le président a pris un décret pour leur attribuer chacun un domaine. C'est là, tous les anciens ministres, les Banas Libé, les Kefalayan, beaucoup d'entre eux, à côté de l'école française. Donc, la question c'était de savoir, j'étais en train de commenter pour moi c'est une erreur de dire que le bâtiment et le terrain que j'occupe fait partie du bâtiment public. J'attire leur attention et je suis persuadé, s'ils sont forts, qu'ils comprendront. Alors, les vice-présidents secrétaires généraux cités dans Air Guinée, je ne sais pas, je n'ai pas vu. Vous savez, d'abord, les rails. Je n'ai pas vu le rapport sur les rails. Mais on m'a dit que je ne suis cité nulle part dedans. Ce n'est pas le plus important. Oui, c'est le général qui est cité là-bas, il était ministre des Transports. Je sais à quel point il s'est battu. D'abord, on s'est battu pour éviter le démantèlement de rails. La guerre qu'on a menée, tout ça. Et je sais, lorsqu'il était ministre des Transports, j'étais deux ministres. Combien de fois je l'ai soutenu? Même si nous étions tous des... Mais je ne reviens pas sur ça.
Est-ce que l'UFDG visait, parce que c'était la question, j'ai dit il faut s'interroger. Pourquoi on est allé en 2002 pour prendre une partie de la privatisation de l'Union? C'est des questions qu'on peut se poser. Nous sommes en train de nous poser des questions. Est-ce qu'il y a un plan de persécution, de harcèlement judiciaire, avec pour objectif d'éliminer un candidat important? On ne sait pas. Pour le moment, on s'interroge. Mais on ne peut pas ne pas s'interroger à ce stade. Et vous aussi, je sais que vous vous interrogez. Et merci de vous interroger. Alors, les assises nationales. Vous savez, nous avons, je n'étais pas le seul à proposer très tôt qu'il y ait un dialogue, que les fils du pays se parlent. Lorsque vous avez dissous l'Assemblée, déposé le président qui prétendait être élu, suspendu la Constitution, il n'y a plus de légitimité. Vous vous engagez à donner aux civils le pouvoir à l'issue d'élections. Les civils candidats à la récupération du pouvoir, c'est en premier lieu les partis politiques. Mais les partis politiques, ce n'est pas une corporation, on ne s'entend pas, on est concurrents. Mais on peut apporter notre contribution pour une gestion apaisée de cette transition, pour qu'il y ait le consensus, pour à la fois prévenir les conflits, mais aussi lorsqu'il laisse de les gérer. Nous, on n'a pas été entendu. Il n'y a pas de dialogue. Donc, c'est par l'intermédiaire de la presse qu'on dialogue avec le CNRD et le gouvernement. Ce n'est pas normal. Parce qu'on est obligé d'exprimer nos points de vue à la presse. Et aussi d'exprimer leurs points de vue à la presse alors que nous sommes tous fils de ce pays. Qu'est-ce qui nous coûterait de nous retrouver autour d'une table? Voilà le problème. On veut aller vers la mise en place d'institutions légitimes. Parce que nous sommes dans une période d'exception, où il n'y a pas de repère, il n'y a pas de légitimité. Comment on fait? En tant que frère, nous ne comprenons pas. Parce qu'au Mali, les partis politiques sont dans le gouvernement. Donc, ne serait-ce qu'à ce côté, ils participent au débat. Au Tchad, qui est en transition, on a appelé même les rébellions pour participer au dialogue. Les rebelles, les mouvements rebelles sont invités à prendre part au dialogue. Ce sont des partis légalement constitués. Le dialogue, ce n'est pas possible. Alors les uns prennent des agendas cachés aux autres, ou de mauvaises intentions, et on est allé où on va s'asseoir, présenter les propositions des uns et des autres, les confronter, essayer de trouver un consensus. C'est ça qui était pour moi. C'était même on n'a pas été entendu. Donc les décisions sont prises. On accompagne, on conteste. Si on conteste ou on met des réserves, on dit qu'il est contre le CND. Alors qu'on aurait pu avoir un tas de dialogue. Ou on peut dire, est-ce que cette décision nous paraît judicieuse? Est-ce qu'on peut la prendre par le gouvernement, par le CNT? Une telle proposition émise par un concurrent et notre parti ne me semble pas opportune. Est-ce qu'on peut l'écarter? Il y a le débat. L'absence de débat est source de conflit. Donc, nous avons demandé qu'on s'asseye. Toutes les autres transitions, il y a un dialogue à côté. Non, on n'a pas de dialogue. Alors, est-ce que les assises règlent le problème? Moi, je dis, les assises n'étaient pas nécessaires. Si on va à l'intérieur, on s'adresse à qui? Est-ce que c'est à chaque citoyen? Non, j'imagine que le CNT vient à Forêt-Caria
il s'adresse à l'imam, parce qu'il n'y a personne qui représente la population. Ici, les partis politiques qui doivent participer aux élections, ils sont là. Les seuls élus à l'intérieur, c'est les élus des communes. Mais les communes, la plupart, 95%, 19%, c'est les partis politiques. Sinon, il n'y a pas de représentativité. Vous pouvez interroger chaque citoyen. Vous pouvez dire, oui, le consensus. Oui, le peuple veut ça. C'est pas possible, on n'acceptera pas n'importe quoi. C'est ça le problème aussi. Parce qu'il ne s'agit pas de chercher une légitimité pour prendre des décisions qui sont contraires aux principes de la démocratie et de l'état de droit et d'imposer ça aux Guinéens. Je ne vois pas l'utilité de cette tournée, de ces assises, alors qu'on aurait pu trouver un consensus en confrontant nos différentes idées et nos différentes intentions. Alors, on m'a parlé de les prix. Le prix de l'avion, Ousmane Kaba aurait dit que c'est ça. Déterminer le prix d'un avion n'est pas aussi compliqué. Moi, c'est ce que j'ai fait lorsqu'on m'a soumis les prix qui étaient déjà fixés par la cellule de privatisation. Un avion est assuré à une valeur, à sa valeur pénale. Vous demandez à la compagnie d'assurance à quelle valeur vous avez assuré l'avion. Les compagnies vous disent c'est pour quelle valeur. Sur Internet, lorsque vous avez un certain nombre de références, vous connaissez l'âge de l'avion, sa marque, son année de fabrication, son année de mise en circulation, et vous connaissez à peu près le nombre de vols qu'il a effectué, parce qu'un avion, tout s'est donné. Vous demandez d'interroger Internet, ils vont me dire, c'est ça. Par rapport à ça, le prix qui était fixé n'était pas sous-estimé. J'ai dû vérifier ça à l'époque par mes services techniques. Donc, s'il dit que c'était supérieur, je ne sais pas sur quelle base il avait pris cette étude. C'est possible. L'évaluation des actifs relevait de la cellule de privatisation. Moi, pour ma acquis de conscience, j'ai vérifié l'avion, puisque là, on pouvait vérifier certaines choses, je trouvais que ce n'était pas sous-facturé. Alors, la dernière question de ma sœur, pourquoi cet acharnement? Effectivement, il y a un acharnement. Écoutez, on ne peut pas ne pas lier cet acharnement au poids politique des leaders. Et je suis des leaders politiques aussi. Je vous ai expliqué, vous connaissez le poids de l'UFDG, vous connaissez son poids électoral, bien sûr, sa capacité de mobilisation, la confiance dont le leader jouit auprès de la population. Vous vous souviendrez que la dernière élection transparente, c'est le premier tour. Ce n'est pas le premier tour de 2010. Le premier tour de 2010, moi je me suis retrouvé avec 43,76% de suffrage par l'acclamation. Celui qui venait après moi, c'est Alpha, il avait 18%. Mais au-delà de ça, lorsque nous avons décidé de participation aux élections de 2020, nous avons gagné nos premiers tours et nous avons revendiqué notre victoire jusqu'à la chute d'Alpha. Pourquoi nous avons renoncé à cette revendication? Parce que cette élection de 2020 n'était pas inclusive. Il y avait des gens qui étaient boycottés, qui avaient boycotté, ils étaient en dehors. Et ensuite, la junte avait promis d'organiser des élections transparentes. Et nous, pour nous, c'était une question de vérification. Nous avions tout notre dispositif de 2020 prêt
pour aller aux élections. Notre principal adversaire, le RPG, sans la justice inféodée, sans les administrateurs territoriaux qui sont des militants zélés du RPG, sans les forces de défense et de sécurité qui tuent nos militants, emprisonnent et nous harcèlent, nous savions que nous avons toutes les chances de l'emporter encore à notre premier tour. Mais ça, c'est connu de beaucoup de gens. Malheureusement, c'était un dégât. Parce qu'il y a des gens, pour des raisons qui leur sont propres, ils ne veulent pas que les RPG acceptent. C'est tout sauf les RPG. Et nous craignons que ce soit ces forces hostiles qui soient en train de manipuler le CNDP, pour trouver le moyen de nous exclure par des manœuvres, l'âge, le harcèlement judiciaire auquel on est déjà exposé. C'est évident que nous nous interrogeons et nous nous préparons en conséquence. Parce qu'on a dit qu'on ne peut pas accepter une loi qui n'existe nulle part. On ne peut pas aussi vraiment accepter que, voilà, on te colle une ardoise dans un dossier où tu n'as absolument rien fait, sauf peut-être exécuter un décret pris par le président élu de la République d'alors. Et dans l'exécution, les prix auxquels les biens, les actifs ont été cédés étaient relativement bons. Et nous n'avons eu aucune conclusion dans cette opération, d'autant plus qu'à l'époque, comme je l'ai dit, nous n'avions aucun intérêt d'aider, de nuire, aucun intérêt d'aider. Nous avons refusé de dissuader le président pour l'intérêt de la République. Voilà. Alors, donc, c'est ça. L'acharnement existe. Nous le sentons, soit à la maison ou en Guinée. Ça peut s'inscrire dans un plan dont on n'a pas encore peut-être tous les contours, mais il ne faut pas l'exclure. Parce que nous pensons qu'il y a des forces occultes qui essayent de pousser le CNRD à l'exclusion de certains leaders pour que leur candidat éventuel puisse l'emporter. Parce que je dis, la force de l'unité, vous la connaissez. Aux élections locales dernières, malgré la fraude, malgré le hold-up, nos représentants gèrent 122 communes dans la République, 342. Nous avons des élus locaux dans toutes les sous-préfectures sauf une douzaine dans le pays. Il n'y a que 12 ou 15 sous-préfectures où on n'a pas un élu dans le conseil communal. Vous connaissez? Ça dérange. Peut-être d'autres, ils veulent obtenir le pouvoir par des arrangements. Mais il faut qu'ils comprennent que ça ne passera pas. Merci. La quantité du homme, la Méditerranée, tombée en faillite. On demande de Boeing 737 de 22 ans, entre 1,3 million et 1,8 million d'euros. Voilà, madame, monsieur. Merci. S'il vous plaît, rendez-vous samedi à 11h pour l'Assemblée générale. Chers militants. Voilà, merci, chers amis de la presse, d'être venus.